Je me présente rapidement. Je m'appelle Micheline Bourque. Je suis la présidente et fondatrice du Club de lecture à faire. J'étais ici l'an dernier. On avait Olivier Schmucker qui était ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un panel avec lui. Cette année, on a choisi un autre type de livre qui s'appelle Emploi et gestion des ressources humaines dans l'économie du savoir. C'est un livre que j'ai choisi en collaboration avec Nathalie Carena, qui devait également être ici, mais malheureusement, compte tenu de sa grossesse, a dû se désister. On avait fait quand même le tour pour voir qu'est-ce qui pourrait être un livre intéressant, et finalement, on a lorgné celui-là, il est en français, ça a été écrit au Québec. Donc, ce n'est pas un livre qui porte spécifiquement sur le recrutement, mais des fois et là le panel va nous le dire, est-ce que ça peut quand même être un livre intéressant et pertinent pour les gens dans le domaine du recrutement qui sont ici. Donc, sans plus tarder, on va présenter le panel, on va présenter un petit peu le livre, puis après ça, on va aller dans les questions, puis n'hésitez pas à interagir au niveau de la discussion. Donc, on va présenter nos panélistes. Si vous ne les connaissez pas, on va procéder ainsi. On va commencer par le fond. Daniel. Daniel Tanguay, je suis président d'une entreprise qui s'appelle Détail Formation. Donc, on fait de la formation en gestion, marketing, ressources humaines, marketing, auprès de la petite entreprise. Et aussi cofondateur du RPFQ, le réseau des professionnels de la formation du Québec. Daniel est une personne que j'ai choisie parce que je le connais depuis plusieurs années, j'ai travaillé avec lui, mais il conseille beaucoup les petites entreprises. Puis à certains niveaux, tu travailles au niveau du recrutement, conseil et gestion des ressources humaines, conseil. Donc moi, je me disais, est-ce que c'est un livre que Daniel aimerait donner à des entreprises pour les aider dans cette démarche-là? Donc c'était un petit peu mon intention, mais on verra tout à l'heure. Prochain panéliste, Benjamin. Bonjour, donc moi je travaille dans une équipe de recrutement d'environ 75 personnes pour AECOM, qui est une firme de génie conseil plutôt dans le civil. Je suis responsable pour le Canada et le nord-est des États-Unis, puis aussi beaucoup pour tous les postes francophones. Puis des postes, j'en pourvois énormément. Je crois que c'est la première fois que je recrute autant pour une compagnie. Wow, ben bravo à toi. C'est ça, oui. Je suis devenu une machine à recruter. Ben on a parfait, parfait. Et puis ça me fait bien plaisir d'avoir été choisi. Excellent. Panel. Et puis, je pense que tu m'avais choisi parce que je travaillais justement pour une grosse organisation. Non, je t'avais dit que c'est parce que tu étais beau. Oui, j'avais mentionné ça du début. Alors, tiens, Florian, viens-t'en avec nous là. Alors, Florian va être là pour nous aider avec des questions. Daniel Tanguay, Benjamin, Cybèle, tu les connais. Prends-toi une chaise, tire-toi une chaise. Donc, non, Benjamin, effectivement, c'était le cas. Donc, une grande organisation avec marché national, international et tout ça. Alors, c'était pour connaître un peu ta dimension du livre, puis l'économie du savoir. Donc, toi, tu es plein dedans. Alors, Cybèle, maintenant, peut-être que tout le monde te connaît déjà, on ne sait pas, là, mais on soupçonne. On prendra pas de chance. Donc, Cybèle Rioux, à mon compte depuis 2002 dans la gestion des ressources humaines. La clientèle, c'est la PME. Comme j'ai appris mes ressources humaines dans un milieu technologique et international, j'ai continué à m'intéresser à ces deux volets-là. Et toutes les dimensions en rapport avec les technos, les TI, l'évolution du marché m'ont toujours intéressé, les médias sociaux. Je fais du recrutement parce que je fais tout pour les PME, évidemment. Puis je m'intéresse à cette évolution-là, aux anciens paradigmes, puis comment est-ce qu'on est en train de déborder puis faire d'autres choses. Donc, je suis tout ce qui est médias sociaux et Micheline, ce que tu fais depuis un bout de temps. J'aime ça, j'aime Micro-Montréal. Excellent. Cybèle, c'est ça, c'est par son expertise, par le fait, elle aussi, qu'elle travaille beaucoup avec des plus petites entreprises. Elle a vraiment un rôle de consultante, qui est vraiment spécialisée dans ce domaine-là. Elle travaille à son compte. Est-ce que ça devient un appui pour elle? Malheureusement, l'auteur ne pouvait pas être avec nous. Elle aurait beaucoup aimé ça. Tout à l'heure, je vais vous montrer un petit clip. J'ai fait une entrevue avec elle et donc, faute de l'avoir sur place, elle avait aussi un autre événement. Et pour m'aider dans l'animation, j'ai invité M. Florian Pradon, qui est très connu dans le milieu. Donc, Florian, si tu veux prendre le temps de te présenter également. Je suis Florian Pradon, je travaille au sein d'une agence de communication digitale qui s'appelle Nuon. Et donc, je suis en charge à la fois de la marque employeur et de tous les éléments de stratégie de recrutement pour l'entreprise. Donc, je recrute des gens dans le domaine créatif, dans le domaine de la technologie, depuis environ à peu près 3 ans et demi dans cette entreprise-là, depuis une dizaine d'années maintenant en Europe, autour de mon accent, puis à Montréal ici.
OK, parfait. Et Florian, mais c'est ça, lui, l'économie du savoir, toi, c'est 100%, hein? C'est 100% économie du savoir. Donc, le livre dont il est question, c'est un livre qui a été écrit par Diane Gabrielle Tremblay, qui est professeure à la TELUC. Elle a un titre, là, ça commence ici, puis ça va jusqu'à là. C'est incroyable ce qu'elle fait, cette femme-là. C'est une prolifique qui est connue mondialement maintenant. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Emploi et gestion des ressources humaines dans l'économie du savoir ». Vous voyez, c'est un livre assez copieux. C'est un livre universitaire, donc c'est écrit pour l'université. D'ailleurs, il va y avoir un cours qui va sortir sur ce sujet-là spécifiquement. Donc, ce n'est pas une lecture habituelle du livre, mais on parle dans ce livre-là justement de la transformation du travail et c'est très descriptif. Donc, on y va de sujets aussi simples pour bien camper le sujet. C'est quoi l'économie du savoir? C'est quoi les travailleurs du savoir? Qu'est-ce que les carrières dans ce domaine-là? L'engagement des employés, qui sont des sujets extrêmement importants aujourd'hui. L'autonomie dans le contexte de l'économie, la participation au travail, l'apprentissage, les nouvelles formes d'organisation du travail, la précarisation des emplois. Enfin, il y a 15 chapitres de sujets qui sont développés et extrêmement bien documentés. Quelqu'un qui veut en apprendre va en avoir pour son argent et s'il veut faire également d'autres recherches, les références sont là. C'est aussi un livre qui est rempli de tableaux, de statistiques, tant sur le plan local qu'à l'international sur ce qui se passe en termes d'emploi, en termes de tendances, comme on le décrivait tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si ça campe un peu le livre, mais c'est vraiment un livre sur la gestion des ressources humaines, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on s'en va, où on se situe ici au Canada et au Québec en particulier. Donc, moi qui n'ai pas de ce milieu-là, j'ai trouvé ça personnellement une lecture intéressante, mais moi je suis biaisée, parce que moi j'aime lire des livres d'affaires, puis en plus de ça, je suis, tu sais, si j'étais riche, je serais à l'université le restant de mes jours, c'est sûr, j'aime tellement apprendre. Donc, ce qu'on va faire, puis Florian, tu n'hésites pas, tu poses des questions, c'est ta job avec moi, mais la première question, on va quand même donner aux gens l'opportunité de nous donner leur premier point de vue. Comment ça s'est passé pour vous, la lecture? Donc, on va commencer ce côté ici. Sylvie, comment ça s'est passé pour toi, la lecture? Ben, ça m'a ramené à l'université. Oui. Parce que c'est rare maintenant que j'ai à lire de façon continue. Là. Je veux dire, des fois, tu tombes sur un article un peu plus fouillé, oui. Mais ça m'a vraiment rappelé les années d'université, le livre universitaire avec toutes les références, les détails, la façon de décrire. Fait que ça, au niveau contexte, ça m'a replongé dedans. Évidemment, ben, c'est tout à la fois des termes qu'on connaît, qu'on utilise. À un moment donné, c'est bien de revenir aux bases, puis à la théorie qui est en arrière pour certaines choses. Puis pour d'autres, mais là, c'est du nouveau. Justement, l'évolution de la participation, d'où ça vient, où est-ce que ça s'en va. Moi, je la mets en pratique, mais justement, d'avoir le reste de l'information, c'est intéressant. La multiplicité des tableaux et tout ça. À un moment donné, ça devient lourd un peu parce que tu essaies toujours de comprendre le tableau en noir et blanc, pas toujours facile. Oui, ça c'est vrai. Les tableaux ne sont pas très bien imprimés. De fin de soirée. Non, non. C'est pas longtemps. Mais le matin, là, bien réveillé, c'est intéressant. Il y a beaucoup de thèmes, je pense, que je vais pouvoir réutiliser si je veux dans un blog, mais avec une vulgarisation pour la PME, par exemple. Excellent, excellent. Le résumé qui a été fait est tout à fait ce que je voulais faire. Effectivement, je me suis replongé 10 ans en arrière, parce que je suis retourné aux études. Juste 10 ans? Donc j'ai trouvé les premières parties à la fois extrêmement... je trouvais que c'est un livre brillant et puis extrêmement intéressant à lire, parce qu'effectivement, je me rends compte de la connaissance que j'avais, puis j'étais capable d'anticiper, mais j'aurais pas lu cet ouvrage-là, c'est pas un sujet que j'aurais pu aborder. En même temps, beaucoup de frustration. Ah oui? Ouais, pendant toute la lecture, les chapitres se lisent très bien, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure pour ceux qui sont un peu plus longs si tu veux creuser. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on reste sur un même modèle tout le long du livre, qui est peut-être un modèle manufacturier. Et ça a été un petit peu ma frustration finalement pendant cet ouvrage, et que la partie économie du savoir, on l'aborde, on l'effleure. Je trouve qu'on l'effleure trop, on aurait pu aller un peu plus loin dedans. Mais ce qui était intéressant, c'est que pour moi qui ai travaillé dans le milieu manufacturier, dans du génie conseil, dans les technologies de l'information, je me rends compte que
le message qui est passé, c'est que les problématiques avec l'économie du savoir, la précarisation, finalement on se retrouve dans le même milieu que le taylorisme, le fordisme, les organisations précédentes, avec d'autres points négatifs. Donc finalement, Le message, c'est que c'est un autre livre universitaire, c'est ça? Un autre livre universitaire et on aurait peut-être pu aller un peu plus loin. Oui. C'est ça. Alors, on va lui envoyer un message, Madame Gabrielle. Vous avez une idée ici pour un autre livre, mais allez-y plus loin, puis soyez un petit peu plus différente du côté de la présentation. C'est intéressant, merci. Daniel? Je vais faire un peu comme mes deux collègues. Moi, j'ai fait ma maîtrise en auto-formation. J'ai terminé en 2003, fait que ça fait une dizaine d'années. Je fais les deux. Et j'avais étudié énormément de livres dans ce style-là. Et là, j'avais l'impression de prendre une photo 12 ans après sur l'évolution. Parce que quand on parlait de l'auto-formation, il y a 15 ans, on parlait beaucoup de la prédisposition des gens à ce qu'ils sont aptes à se former par eux-mêmes. Et là, ce qu'elle nous amène, ce que j'ai trouvé très intéressant dans plusieurs chapitres, c'est de dire, c'est beau de donner la responsabilité aux travailleurs à se former, c'est l'économie du savoir, mais ça a des côtés négatifs. Et on est peut-être rendu où est-ce que, le pendule du Foucault est rendu peut-être un peu trop loin, où est-ce que la liberté et l'autonomie qu'on demande à nos employés fait en sorte qu'on crée peut-être des burn-out, du stress et tout. Alors ça, j'ai aimé ça, moi, de me plonger dans ce livre-là, puis de dire, oh, attends une minute, il y a beaucoup d'aspects négatifs à l'économie du savoir, que les gestionnaires en ressources humaines, les recruteurs et n'importe quel gestionnaire ne font peut-être pas assez attention. Évidemment, comme livre sur le bord d'un lac à prendre l'été pour lire ça, c'était pas nécessairement le livre du siècle, c'était pas le plus léger, mais en prenant une petite dose, un chapitre de temps en temps, surtout le matin, c'était possible. Excellent. Florian, tu voulais-tu poser une petite question ou ça t'avait une bonne introduction? Je partage une opinion, puis vous pouvez rebondir là-dessus aussi. Je m'interroge, alors après, je m'interroge toujours sur à qui il s'adresse en fait, à qui on souhaite parler. Est-ce que je décide de parler à des gestionnaires qui sont en fonction et puis de faire une espèce de rappel sur la réalité de ce marché qui a évolué et puis comment on en est arrivé aujourd'hui à l'économie du savoir? Est-ce que je parle à des étudiants qui finalement, eux, n'ont peu ou pas beaucoup d'arriérés au niveau de l'économie, au niveau de l'industrialisation, au niveau de l'historique, etc. Donc est-ce que je veux ramener des connaissances sur la table pour sensibiliser ou faire comprendre? Je m'interroge sur à qui je m'adresse et c'est quoi l'objectif de ce livre. Est-ce que c'est de me renseigner ou de me documenter? Est-ce que c'est de me pousser à prendre action et de réfléchir ou de m'aider à avancer dans mon métier? C'est un peu ça mon point d'interrogation. Quand je suis sorti de ce livre, c'est un peu l'interrogation que j'avais. Est-ce que je suis là pour prendre de l'info puis comprendre? Est-ce que je suis là pour pouvoir en savoir plus et amener mon métier ailleurs? C'est là où j'ai un peu du mal. J'ai l'impression qu'on parle aux deux publics. On essaie de couvrir un peu tout le monde. À la fois l'étudiant, à la fois éventuellement le professionnel RH qui a besoin d'avoir des rappels, puis éventuellement qu'on lui place des indicateurs avec beaucoup de données, beaucoup de chiffres, beaucoup de choses pour étayer le propos. Donc je comprends la frustration de Benjamin par exemple sur le fait qu'on a l'impression que c'est de la redite. Il y a une grosse part du livre avant qu'on arrive encore au point de précarisation, avant qu'on arrive au point sensible d'actualité, les discussions qu'on a en ce moment sur la réalité de l'emploi. Ça met du temps à arriver, ça prend presque 10 chapitres avant qu'on arrive dans l'essence même de ok, on y est là, dans l'économie du savoir, qu'est-ce qu'on en fait là? On voit les points tournants, là, justement les effets négatifs. C'est peut-être là-dessus que j'aurais voulu, moi personnellement, en tant que professionnel, qu'on s'étende un petit peu plus là-dessus. Je parle pas de solution parce que c'est pas sa vocation, je pense. Donc je sais pas si elle aborde quand même. Il y a quand même un aspect pratique que je ne retrouvais pas souvent dans plusieurs des livres universitaires qu'on a l'habitude de voir. Où est-ce que justement, en fait, je pourrais dire, mon souvenir, moi, mes études de ressources humaines datent plus avant 2000. Donc, moi, mon souvenir, c'était beaucoup de thèmes abordés dans une perspective universitaire, qui n'a pas nécessairement mis les pieds, mais qui s'intéresse principalement aux manufacturiers. Je pense que ça transparaît beaucoup dans ce livre-là, mais je pense qu'elle a déjà fait un travail d'éloignement, puis de travailler justement un peu plus vers les TI, les autres thèmes finalement d'économie du savoir. Il y a beaucoup de data qui sont sur le Canada et le Québec. Effectivement, il y a quand même un marché du travail qui est très implanté. Puis c'est le premier ouvrage, c'est sûr que c'est 10 ans après mes études, mais c'est le premier ouvrage qui traite de l'économie du savoir. Et puis c'est bien qu'on passe à autre chose enfin. Ça, c'est le bon côté. C'est une ouverture. Moi, je suis un peu moins critique, dans la mesure où je suis d'accord un peu avec Cybèle que si j'avais à donner ce livre-là à un de mes clients gestionnaires de petites entreprises, on s'entend qu'il faut vulgariser ça et il ne passera pas à travers le livre au complet, ça c'est certain.
Oui, indiquer un chapitre précis, une page. Oui, c'est ça, exactement. Par contre, moi, ce que j'ai aimé en lisant ça, probablement, il y a des tableaux, des statistiques, il y a des choses que j'ai lues en diagonale parce que ça m'interpellait moins. Mais moi, ça me ramenait vraiment en arrière. Quand je lisais, exemple, le chapitre sur l'engagement, puis que c'était la nouvelle mode là, au cours des dernières années sur des employés engagés, on veut de l'engagement et tout, puis que là, elle nous parle du surengagement, qu'est-ce que ça crée? Moi, ça m'a remis en question en disant, hé, attends une minute, là, comme gestionnaire, moi, je vais jusque où en demandant l'engagement de mes employés? Quand elle a le chapitre sur l'intensification du travail, puis que j'entends mes gestionnaires qui parlent des jeunes qui sont comme ci, qui sont comme ça, quand on regarde l'intensification du travail qu'on demande aux jeunes aujourd'hui par rapport à ce que c'était il y a 15 ans, bien là, ça me donne, moi, des outils pour être capable de dire, attention, là, on est dans un autre contexte, je dirais, d'embauche, un autre contexte de gestion des ressources humaines. Fait que ça m'a ramené ce livre-là quand même en arrière à me poser des questions sur différents aspects. Mais mon côté pragmatique, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà lu la 5e discipline de Peter Senge, ou Peter Senge, on ne sait pas trop comment l'appeler, Senge, c'est un français. Moi, j'ai pris le guide de l'application terrain parce que je voulais avoir quelque chose de concret. Là, ce qui m'a manqué dans ce livre-là, c'est OK, je fais quoi avec ça après? Ouais. J'aurais aimé ça qu'on aille dans le concret. Mais c'est une revue littéraire. Je pense que le public cible, c'était pas nous. Okay? Le public cible, c'était pas nous. C'était à la fois les étudiants, mais j'oserais même dire ses collègues de travail. Oui, c'est ça, d'autres universitaires. C'était d'autres universitaires avec une revue littéraire pour dire regardez qu'est-ce qui s'est écrit sur le sujet et on part de ce livre-là pour créer d'autres choses. Et ça, des fois, c'est un peu fatigant parce que j'ai pas le pouls. Moi, honnêtement, Mme Tremblay, j'ai aimé beaucoup l'entrevue que tu as fait, Micheline, avec elle. Je pense que j'ai appris plus sur le livre en l'écoutant 15 minutes qu'en lisant le livre, sur son opinion à elle. OK. Parce que c'est beaucoup une revue littéraire. C'est ça, mais on sent que c'est un livre qui va servir à un cours, ça c'est évident. Justement, on va voir un petit clip parce que l'entrevue est quand même d'une vingtaine de minutes. Vous pouvez la voir là, sur la chaîne YouTube du club. On sent que c'est un livre universitaire. Puis ceux qui, parmi nous, puis probablement que tout le monde ici est à l'université, on est habitué de dire « Ah, c'est tellement long, chaque chose est définie, chaque chose est campée, entre c'est long, trois fois, souligné, métallique et tout ça. » Mais tu sais, moi, je suis là au niveau du club pour voir est-ce que ces livres-là peuvent sortir de leur milieu. Est-ce qu'ils peuvent servir, là c'est sûr, encore pire, le défi que je me lançais, je disais non seulement j'amène ça à l'extérieur du milieu universitaire, je l'amène devant des gens qui ne sont pas nécessairement en ressources humaines, mais qui travaillent spécifiquement au niveau du recrutement. Donc c'était une des questions que moi j'avais pour voir, pour un peu tester ces livres-là. Est-ce qu'on peut les mettre dans les bibliothèques d'entreprise? Est-ce qu'ils peuvent servir, ne serait-ce que pour amener, par exemple, nos employés à aller à un autre niveau de connaissance ou à rafraîchir le savoir ou à exposer des enjeux de marché ou des choses comme ça. C'est un petit peu mon intention en choisissant spécifiquement. Mais tu vois, justement, c'est intéressant de l'avoir lu parce qu'effectivement, pour tout ce qui a été dit, ça nous donne une image. Oui. Par contre, il n'y a pas d'action concrète, il n'y a pas de concret, c'est ça. Oui. Par contre, Diane est en contact avec elle, demande-lui quand est-ce qu'elle sort la suite. Oui, c'est ça. Mais honnêtement, je suis sûr qu'elle devrait y penser. Ouais. Et effectivement, par rapport à tous les ouvrages qu'elle a pu lire, quand on regarde à chaque fin de chapitre, il y a entre 4 et 5 pages recto verso de bibliographie. Donc elle a vraiment dépouillé toutes les sources. Exactement. Puis moi, je suis sûr qu'avec tout ce qu'elle a emmagasiné comme information, il y a possibilité peut-être qu'elle fasse un ouvrage plus pratique qui, lui, pourrait s'adresser non pas aux étudiants, non pas à ses consoeurs et confrères, mais à des gens en ressources humaines, au recrutement, ou qui pourrait s'adresser peut-être à des chefs d'entreprise dans les PME. Excellent. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous donne quand même un sens du livre? En fait, Florian, je ne sais pas si tu pourrais faire circuler la copie. Gênez-vous pas, vous pouvez le feuilleter un petit peu. Donc, je vais vous faire écouter aussi juste un petit extrait de l'entrevue. Bien, pour moi, le premier, c'est vraiment le fait que la gestion des ressources humaines, il y a des choix. Je trouve que, d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse, en fait, dans ce domaine-là, c'est que je trouve que trop souvent, on présente l'évolution du marché du travail comme quelque chose d'inéluctable, de déterministe. Par exemple, on a parlé, là, même depuis les années 90, mais encore plus récemment, on parle beaucoup des changements technologiques comme ayant un impact déterminant sur non seulement le marché du travail en général, mais sur les fonctions des personnes, les tâches, etc. Bon, c'est vrai, mais moi, je trouve que c'est une vision vraiment trop déterministe et je ne suis pas en accord, en fait, avec cette vision-là. Okay. Je considère qu'en fait, justement,
les organisations, les gestionnaires de ressources humaines, les gestionnaires, les hauts dirigeants des organisations ont une très forte marge de manœuvre et ils prennent des décisions. D'ailleurs, les comparaisons internationales que je fais m'ont beaucoup aidé là-dessus. Okay. Regardez le Japon, les États-Unis, les pays nordiques. Ça permet de voir que face aux mêmes changements technologiques ou alors à la même concurrence internationale, il reste des choix. Les pays nordiques, par exemple, ont justement développé l'autonomie, l'engagement dans le travail, généralement une meilleure organisation du travail, une prise en compte de la vie privée des individus, des possibilités d'aménagement du temps de travail, de manière générale, hein, bien sûr, pas chaque organisation, mais de manière générale, on voit là un modèle qui quand même est très performant, mais qui fait très attention à l'individu. Si on regarde aux États-Unis, on voit un peu la chose inverse, c'est-à-dire que face à la concurrence internationale, beaucoup d'entreprises aux États-Unis ont eu tendance à plutôt réduire les coûts, instabiliser l'emploi, offrir beaucoup d'emplois précaires. C'est un pays où il y a beaucoup de temps partiel, de contrats à durée déterminée, de travail occasionnel. Je pense qu'au Québec, au Canada, on est un peu entre les deux. Et chaque organisation, et pour moi, c'est un message important, c'est que chaque organisation, chaque gestionnaire de ressources humaines fait des choix. Et ces choix-là auront des conséquences. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'aspect très important. Et le deuxième, peut-être, c'est justement de prendre en compte les aspects positifs et les aspects négatifs. Okay. On présente souvent, ben voilà, l'économie du savoir, il y a de très bons emplois. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi des emplois qui sont peut-être moins intéressants, de moins bonne qualité. Mais encore là, pour moi, les gestionnaires de ressources humaines peuvent agir là-dessus. C'est-à-dire que si on organise un travail en équipe, par exemple, avec certaines tâches et qu'on donne de l'autonomie, on peut, dans tous les milieux de travail, autant industriels que vraiment, là, disons, services, éducation, tout ça, on peut changer la façon dont le travail est fait et la façon dont les gens vivent ce travail-là. Alors, vous voyez l'intensité du personnage. C'est une femme qui pourrait, j'imagine, nous parler de ça ad vitam aeternam. C'est vraiment une femme passionnée. Et moi, quand je l'écoutais, je l'interviewais, puis je pensais à vous, je me demandais, les gens qu'elle décrit, les employés qu'elle décrit dans ce livre-là, est-ce que ce sont ceux que vous rencontrez? Est-ce que ce sont ceux-là avec lesquels vous travaillez? Est-ce qu'elle dépeint bien l'employé du savoir et les enjeux que ça représente pour vous de travailler avec cette clientèle-là? Mais je n'ai pas réussi à me retrouver, moi et mon organisation, dans les exemples qu'elle donnait. On parle de précarisation, de temps partiel, des choses, oui, ce sont des choses qui sont... qui existent pour moi, qui ont toujours existé finalement dans ma carrière professionnelle. Donc c'est sûr que j'ai peut-être pas le recul nécessaire, mais je ne me suis pas senti dans ce... Le fait qu'on veut avoir des horaires flexibles, qu'on veut la conciliation famille, l'auto-apprentissage au niveau de l'organisation du travail, il y a plusieurs aspects, puis toute la question d'engagement. Est-ce que c'est ça les enjeux quand vous recrutez? Est-ce qu'on vous demande ces choses-là? Est-ce qu'on exige ces choses-là lorsqu'on... Parce que moi, j'ai jamais cherché une job de ma vie, donc je ne sais pas ce que c'est aller pour un job. Donc, est-ce que c'est des questions qu'on vous pose? Est-ce qu'elle décrit bien les attentes de l'employé dans ce sens-là? Il y a des attentes de certains employés qui, effectivement, vont demander, tiens, c'est quoi la formation? Est-ce qu'il y a des outils de formation? Est-ce qu'il y a l'organisation encourage? Et c'est vraiment, parce que pour eux, la formation, il le décrit très bien, il faut rester à jour tout le temps dans ses compétences, dans son savoir-être aussi également, parce que une position permanente, on peut la perdre, mais on ne reste jamais dans la même compagnie ou dans la même entreprise toute sa carrière. C'est un modèle qui n'existe plus. Mais qui est encore très recherché. Exactement. Beaucoup de gens voudraient ce modèle-là. On le rêve, on le fantasme, mais en même temps, quand on y est, on dit est-ce que je veux vraiment faire toute ma carrière dans cette même organisation? Non. Et puis maintenant, il y a souvent des réorganisations qui arrivent, surtout dans les grosses compagnies. Par contre, ce qui est intéressant, et ça m'a un petit peu étonné, j'ai relu ces passages plusieurs fois, c'est quand on a parlé effectivement, tu parlais de l'intensification du travail, le présentéisme aussi, qui étaient des choses négatives. Et je fais, c'est une autre façon de le voir effectivement, et tout ce que les gens recherchent, tiens, est-ce que je peux travailler de la maison de temps en temps? Puis moi je suis un fervent partisan de ça, je le fais de temps en temps, mais c'est vrai que on le fait parce qu'on pense que ça nous donne un avantage, que ça nous donne un sentiment de liberté, mais en même temps, je me rends compte qu'au bout d'un moment, je fais mais tiens, j'ai peut-être fait plus d'heures, tiens, je veux prouver aux gens que oui, je travaille de chez moi, mais que je ne suis pas là pour glander ou pour...
pour profiter du système. J'en fais encore plus que ce que j'étais au bureau. Je le fais une fois de temps en temps, mais c'est ça que je comprends des gens qui se mettent toujours à travailler de chez eux, vont peut-être avoir ça. Mais tu sais, Cybèle, peux-tu dire quelque chose? Justement, c'est ce que j'ai demandé à Cybèle sur le volet traditionnel, justement sur ce retour. Qu'est-ce que tu vois? Parce que vous appartenez tous deux professionnels à 2 générations distinctes en fait, de métiers. Toi qui as aussi un recul un peu plus grand, j'imagine, sur cette activité-là. Une évolution aussi qu'on a vu dans les dernières années. C'est sûr que les nouvelles générations, puis par extension auprès de tout le monde, sont moins gênés qu'avant de poser des questions au niveau de l'emploi lors du recrutement, à savoir s'il va y avoir possibilité de travailler à la maison, si les horaires sont flexibles, s'il y a possibilité. Ils essayent de situer l'organisation sur le degré de flexibilité qu'ils vont obtenir. En échange, par contre, beaucoup sont prêts à donner de la flexibilité dans l'autre sens et à travailler de longues heures, etc. Puis au total, ils disaient, je pense que c'est Google, quand tu donnes l'entière liberté à des gens passionnés, ils finissent par travailler plus d'heures que s'ils avaient été contrôlés en disant tu vas travailler 40 heures semaine. Alors, c'est un petit peu le paradoxe aussi qu'elle fait mention. Puis l'autre paradoxe qu'il y a là-dedans, c'est comme dire un peu, c'est comme si les gens s'en allaient dans 2 directions différentes. Il y a les gens qui ont pris pour acquis, qui vont avoir la liberté, la flexibilité, et c'est un peu comme donnant-donnant. Ils vont dire, oui, je vais travailler plus d'heures, mais si je veux partir un lundi après-midi, achète-moi pas. Donc, il y a comme cette espèce de côté. Puis de l'autre côté, il y a ceux-là qui s'accrochent, qui veulent de la sécurité à tout prix, qui sont prêts à passer 30 ans, qui recherchent des emplois dans la fonction publique. Il y a encore plein de monde qui veulent aller travailler là-dedans, même si ça peut être une platitude dans certains domaines, parce qu'il y a une sécurité. Je trouvais ça intéressant, le terme qu'elle avait nommé flexicurité. Oui. C'est la première fois que j'entendais parler de ça, le mélange de flexibilité et de sécurité ensemble. Plus en Europe, quasiment. Oui, c'est ça, mais je trouve ça intéressant comme. Mais si on prend le concept là, que tu as un employeur, entre guillemets, traditionnel, donc tu vas travailler les 35 heures semaine à mon bureau, tu vas travailler toujours dans mon bureau, etc., le classique, versus le nouveau employé qui, lui, peut demander de la flexibilité des horaires, ci, et ça. L'employeur traditionnel, est-ce qu'il peut gagner, lui, à feuilleter un livre comme ça, à le consulter, pour se mettre à jour, pour se dire, regarde, l'univers est en transformation, le monde du travail évolue, donc quand je vais recruter, peut-être que je vais... Est-ce que ça peut avoir ce rôle-là, un livre comme ça? Bien, je pense que oui. Moi, je dirais même plus c'est l'employé du savoir. Moi, je dirais plus c'est les rendus l'individu. On est rendu, moi, mes enfants, ils se forment par YouTube. Ils vont voir des vidéos sur YouTube, ils se forment eux-mêmes. Quand ils arrivent à l'entreprise, n'importe quel employé arrive aujourd'hui avec un savoir, puis il veut aspirer à se former lui-même. Moi, où est-ce que je trouve qu'il manquait dans ce livre-là, puis j'aurais aimé traiter, parce que c'est une réalité que je vis assez régulièrement, donc comme gestionnaire, puis je suis convaincu que mes clients ils vivent la même affaire, c'est que l'autonomie que tu donnes, c'est intéressant parce que l'employé fait son propre plan de développement professionnel, mais à un moment donné, quand est-ce qu'il va se former pour lui versus investir pour l'entreprise? À un moment donné, il y a comme une tangente où est-ce que tu dis « wow, c'est le fun qu'il se forme, mais il se forme-tu pour un emploi futur qui n'est pas chez nous? » Ou j'aimerais bien qu'il se forme pour des compétences que j'ai besoin chez nous aussi. C'est les préoccupations que vous avez, vous, de vos clients en PME, ça, justement, la volatilité des gens, que les gens se forment. Énormément. Je veux dire, ils ne sont pas les seuls à chercher la sécurité. Un employeur, dans les dernières années, s'est développé vraiment un sentiment que, oh mon Dieu, je suis mal pris, je vais faire des congédiements, mais ils sont comme pas habitués en sens inverse que si lui, plus en plus, sa loyauté envers ses employés n'est plus là, puis je pense que c'est un constat à peu près partout, sauf dans les très petites entreprises. Mais à l'inverse, il est très fâché qu'un employé vienne le voir au bout de 6 mois et dire ben, « moi aussi je me réalise pas » ou « j'ai trouvé meilleur ailleurs ». Ils sont résignés parce que ça arrive, mais il y en a qui sont encore en colère de ça. Des fois, il faut remettre les choses en perspective, dire ben, c'est ça aussi la nouvelle économie. C'est les gens s'auto-forment et ont leur propre employabilité à cœur. Est-ce que vous pensez que le livre il aide à ça justement? Est-ce que ça peut aider un entrepreneur à s'amener, à s'actualiser dans ce sens-là? Moi, j'ai toujours fait ça d'une telle façon, ça a toujours été... Honnêtement, là, les 4 chapitres, si là, mettons, un gestionnaire leur en main, là, moi j'avais pris le chapitre 3 sur l'engagement, le chapitre 4 sur l'autonomie, le chapitre 9 sur l'intensification. Juste ces 3 aspects-là, s'ils passent à travers ces 3 chapitres-là, pour ceux qui étaient traditionnalistes, là,
ça va briser complètement leur perception s'ils veulent. Oui, Avec l'ouverture. Non, Encore on faut-il s'entend. qu'il y ait l'ouverture de le lire. Non, mais je veux dire, l'idée, à un moment donné, il faut avancer. Ouais. On peut pas... tu sais, à un moment donné, il y a des enjeux, justement, si les gens... Parce que la réputation de l'entreprise fait en sorte que les gens ne veulent plus venir travailler chez toi parce que tu es trop traditionnel, entre guillemets, à ce moment-là. Ça s'appelle... Oui, oh, good! C'est un livre qui va faire en sorte que l'entrepreneur ou le propriétaire va souffrir. C'est quoi le déclic? C'est-tu de lire un livre ou c'est de parler avec d'autres personnes qui ont expérimenté d'autres choses? Non, c'est pas fait pour quelqu'un qui n'a pas une ouverture déjà, parce que comme c'est un livre qui est un petit peu ardu à lire, puis que c'est assez précis, technique et universitaire, il faut que la personne ait déjà une certaine curiosité et ouverture. C'est pas qu'elle soit prête finalement. Mais c'est le cas de la plupart des livres. Mais des fois, il y a des livres qui réussissent à créer cette espèce d'étincelle-là parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont marquants, parce qu'ils sont frappants. Là. Ça, tu peux passer des messages autrement, mais pas ça. Mais en même temps, je suis obligé de dire que des gens comme toi, moi, ça, on est capable de prendre certains éléments de ce livre-là et de le vulgariser. Donc, on est plusieurs comme ça qu'on peut prendre ce livre-là et ouvrir des lumières aux autres en le vulgarisant. On est capable de faire un travail à notre échelle. Si on avait le livre numéro 2, le guide. Bien sûr, on va lui envoyer un texto, là, ça hey, serait number génial. 2, please. Ça serait Ça, c'est génial. sûr, mais c'est un bon point. Ça permet au moins aux gens qui sont entre les deux, parce que effectivement, c'est pas le livre comme qui a piqué mon fromage, là. C'est pas le même genre de livre. Non, c'est un livre, livre, il y a quand même plusieurs pages, il y a presque 375 pages. Oh. Puis l'autre question que j'avais, en fait, c'était, puis on regarde sur le côté du temps, il nous reste encore un petit bout, c'est que dans le domaine de gestionnaire du recrutement, ou comme recruteur, ou comme gestionnaire des ressources humaines aussi, on sait que le monde du travail est en transformation. On le voit, surtout dans les grandes entreprises. Il y a plusieurs littératures, en fait, qui portent sur ce sujet-là. Est-ce que cette information-là, dans ce sens-là, donc pour se familiariser avec ce qui s'en vient, que ce soit au niveau de l'organisation de travail, de comprendre les différents enjeux qui s'annoncent devant nous, est-ce que l'information qui est là peut servir aux employés de votre entreprise? Donc, si toi, Florian ou Benjamin, vous avez des collègues, est-ce que c'est des livres qu'on pourrait partager à même notre organisation puis dire, regarde, ce serait le fun que tu lises justement tel chapitre ou que tu feuillettes ce livre-là, tu vas peut-être être surpris. Parce qu'il y a toutes sortes de statistiques, il y a toutes sortes de données, de tableaux. Moi, je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est révélateur, mais il y a quand même de la recherche ces informations-là sont là pour nourrir une réflexion et pour amener des affirmations là, de prouver son point. Donc, est-ce que ça peut servir dans votre bibliothèque à vos bureaux? Là? Mais je te dirais que je trouve qu'il est déjà très difficile à approcher pour quelqu'un qui sera en charge du leadership. Donc en fait un gestionnaire ou un exécutif, je trouve qu'il est déjà difficile à appréhender. Ça demande déjà un bagage et une lecture, comme tu dis, avec une grille de lecture suffisamment et une base de connaissances suffisante en RH pour comprendre un peu les enjeux et puis la réalité. Fait que je dirais que ça serait à mettre dans la bibliothèque pour le département des ressources humaines. À destination, je mettrais plus particulièrement les gens de développement organisationnel là-dessus et les gens en recrutement aussi pour qu'ils soient avertis de la compréhension de ce qui se passe et des enjeux parce qu'il y a des éléments qui sont corrélés là-dedans. Pas sûr que je recommanderais ça à un employé. Je pense que ça manque d'illustration et de propos pratiques pour alerter. C'était le cas d'un livre précédent auquel j'ai participé où il y avait tout de suite des cas pratiques qui venaient saisir l'individu. Je pense pas qu'on arrive à accrocher quelqu'un sur 12 chapitres comme ça, qui a vraiment pas de base et d'intérêt dans ce domaine-là. C'est un employé, j'entends. Je suis pas sûr que ça l'outillerait réellement. Ils sont tournés vers eux-mêmes maintenant. C'est rare de voir des employés qui sont tournés vers l'organisation elle-même. En fait. C'est souvent une grande inconnue. Une quoi? Une grande inconnue. Okay. Je ne connais pas notre organisation, je ne connais pas les projets futurs, je ne connais pas leur plan. Donc c'est vrai que les gens maintenant ont cette tendance à se concentrer sur leur tâche de travail, sur leur périmètre d'action, et puis tiens, qu'est-ce que je peux en tirer aussi là. Ça fait 50 ans qu'ils se plaignent qu'il n'y a pas de communication des entreprises. Là, je pense qu'ils en ont comme juste pris leur parti. On dit, je n'ai pas d'informations sur ce qui se passe. De toute façon, ils ne savent pas, eux autres non plus. Donc, je vais me concentrer. Et on est en individualisation. Je veux dire, on est passé du collectif à l'individualisme depuis... Mais en même temps, c'est la première fois que moi je vois quand je lis dans cet ouvrage, je dis, il faut que l'organisation s'implique, et l'organisation s'implique, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le bien-être des employés. Elle le dit, il faut que l'organisation s'implique.
Juste un point là-dessus sur l'organisation qui s'implique justement et les changements. Est-ce que vous pensez, c'est une question à votre adresse tous les trois, que ces changements-là sont réellement pour le bien-être de l'employé ou encore dans un objectif de productivité? Parce qu'elle en parle un peu. Elle l'a dit très bien. Moi, j'ai comme impression qu'on est allé un peu trop loin. Tu sais, quand je parlais tantôt du pendule du Foucault, moi, je crois qu'on a laissé faire beaucoup les gens. Moi, je connais beaucoup de collègues qui sont à la ligne de craquer. On leur en demande, puis les nouvelles technologies, je pense qu'elle l'a bien dit, mais ça amène qu'on demande aux gens de répondre rapidement à leurs clients, de répondre rapidement à leurs collègues, de toujours être là, pratiquement disponible 24 heures sur 24, même à l'extérieur de leur travail. Ça fait en sorte que l'intensification est de plus en plus forte et on dirait que les entreprises maintiennent les employés à la ligne juste, ça, je peux aller jusque-là, puis si jamais je vais un peu plus loin, il va craquer. On dirait qu'on les maintient sur la ligne de la capacité de production. Et là, je pense que des livres comme ça peuvent faire réfléchir des gens en recrutement, en gestion des ressources humaines pour dire attention, là, on est peut-être sur la ligne et on pense que la ligne est correcte, mais peut-être qu'on devrait revenir un petit peu et donner un peu plus. Oui, de se donner de la marge parce que là, on crée beaucoup d'insatisfaction, même dans l'économie du savoir. On peut voir ça de très positif, mais on le voit là. Mais qu'est-ce qui a changé depuis le taylorisme, depuis le Fordisme? Il n'y a rien finalement. Ben moi, je vous dirais, moi, la grosse différence que je vois, c'est que avant, les gens rentraient au travail, ils s'en allaient à la maison, et la plupart des gens ne pensaient pas toujours, à moins qu'ils soient gestionnaires, à moins qu'ils soient propriétaires, ne pensaient pas toujours à leur travail. Aujourd'hui, ça arrêtait. Il rentrait à la maison, sa femme était là, sa femme ne travaillait pas. On s'entend. Oui. Mais aujourd'hui, là, parler à n'importe qui, n'importe quel job, même un mécanicien, c'est rendu pratiquement qu'il pense à son travail rendu chez eux. Moi, j'ai un de mes beaux-frères, il est électricien, puis il arrive chez eux, puis ah oui, c'est vrai, demain, il faut qu'on fasse ça. C'est rendu qu'on leur demande d'être productifs dans la pensée régulière, et ça, pour moi, c'est dangereux. Puis ce que ça crée des gens qui s'identifient personnellement juste en rapport à leur travail. On a dit qu'on voulait que les gens se réalisent dans leur famille, dans leurs loisirs, mais c'est faux. Parce que même quand ils vont en famille ou en loisirs, ils sont encore en train de penser à leur travail. Oui, mais parce que maintenant, les gens ont le choix de leur travail. Si tu regardes pendant la révolution industrielle, puis... je mettrai un bémol là-dessus. Attends, non, mais plus ou moins, mais... Les gens peuvent avoir le choix dans leur travail ou dans leurs études. Ils peuvent orienter un petit peu. C'est sûr que tu vas... Tout le monde va être cosmonaute, une princesse, mais... Juste un bémol, il faut rappeler qu'il y a encore à peu près 50% de la population québécoise, c'est 47 ou 48, je me souviens pas, qui a de la difficulté à répondre à des questions simples en lisant un texte simple. Fait que souvent, on n'y pense pas en tant qu'universitaire, recruteur, etc. On parle d'à peu près 50% de la population du Québec et l'autre 50%, il n'est pas outillé encore, malheureusement, même si ça va s'améliorer. Et on parle de 70% des gens qui sont insatisfaits et qui seraient prêts à quitter leur emploi aujourd'hui. Donc, il y a un certain déterminisme dans l'esprit des gens. Finalement, ils n'ont pas tant l'impression d'avoir le contrôle. C'est un peu le paradoxe, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu le paradoxe entre l'économie du savoir, donc l'auto-formation, le fait qu'on prône le développement de l'individu, en leur donnant le sentiment de liberté, de choix, etc. Et finalement, on retombe dans un pattern où on donne l'impression aux gens qu'ils n'ont finalement pas le choix. Je ne sais pas si vous avez ce feeling-là, mais on vous donne le sentiment d'avoir des outils qui vous permettent de sortir et de vous extraire d'un déterminisme, et au final, vous vous retrouvez à retomber dans un certain déterminisme parce qu'on joue sur la précarité de l'emploi, parce qu'on joue sur un certain nombre de lignes. Je ne sais pas si vous avez eu ce sentiment-là. C'est peut-être cette espèce de redondance dont tu parles, cette impression de déjà-vu du taylorisme qui revient au bout. Et c'est fou le taylorisme parce que quand c'est arrivé, avant, les gens étaient payés en fonction du nombre d'enfants qu'il y avait. Pas pour rien qu'on a des grosses familles au Québec. Je veux dire, dans une usine, tu avais une augmentation de salaire chaque fois que tu faisais un enfant. Parce que il fallait que tu t'occupes de ta famille. Et c'est pour ça que les femmes étaient si peu payées, étaient supposées avoir un mari pour s'occuper d'elles, et n'étaient pas supposées d'être là-dedans. Et le jeune célibataire qui rentrait, c'était une économie, puis il se dépêchait de faire des enfants pour avoir des augmentations de salaire. C'est fou, là, ça résume un peu. Et là, tout d'un coup, on est passé d'un salaire donné en fonction d'une prestation de travail qui était un peu standard à on va payer à l'heure. Mais leur vue, attention, l'heure présente. Et là, c'est incroyable qu'encore 50 ans plus tard, on soit encore pris là-dedans, 50, 60 ans plus tard, même plus. On est encore pris à une heure vue, une heure payée. Je dis vue exprès parce que c'est semblant de travailler. C'est ça, il y a toutes sortes de choses à côté, mais on est encore dans ce paradigme-là où la productivité est définie en fonction du nombre d'heures de présence ou du nombre d'heures simulées de présence. Et pas par rapport aux objectifs. Très peu. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des questions? Qu'est-ce qui est votre feeling par rapport à ce qu'on dit en lien avec le livre, Élie? Ça
ça m'a amené une réflexion parce que j'ai vécu dernièrement un professeur à l'université, donc je suis un observateur. Ah, tu es professeur d'université, toi? Mais je côtoie quand même des étudiants comme Benoît d'ailleurs, qui travaille dans le programme de l'ESG. Je côtoie des étudiants et j'ai un des étudiants probablement le plus brillant de 12 dernières années que j'ai eu, donc ça fait pas très très longtemps, mais quand même, qui m'a surpris dernièrement dans son choix d'entreprise. Il avait l'option, lui, il est retourné à l'université pour aller chercher un diplôme. Il a déjà tombé dans le piège de la flexibilité où il faisait des heures de fou. Il est revenu à l'université, brillant. Vraiment, moi, c'est un atout pour n'importe quelle entreprise à l'avoir dans son domaine. Ça aurait été génial. Et je m'attendais à ce qu'il cherche la flexibilité, mais quelque part où il peut s'épanouir, etc. Et c'est vrai, il a refusé des emplois très bien payés parce qu'il voyait qu'avec qui il va travailler, il n'y avait pas de leadership pour lui permettre d'apprendre et grandir là-dedans. Mais il choisit après une entreprise très traditionnelle parce qu'il a dit je veux travailler 35 ans, 40 ans de max, je veux rentrer la fin de semaine chez nous. J'ai assez fait avant de retourner à l'université. C'est pour ça que je suis retourné parce que encore, je vais aller chercher. C'est ça le problème, c'est qu'on dit qu'ils ont le choix, mais en fait, ils se sentent prisonniers. C'est là où ça craque. Ils veulent s'épanouir et c'est une pression incroyable pour eux autres s'ils n'ont pas le choix de dire si ça ne fait pas mon affaire, je change. Et lui, il n'avait pas ce choix-là. Il est allé chercher un diplôme pour se donner le choix. Il a choisi, vous avez parlé de flexi-sécurité. Il voulait sécurité, il voulait que la flexibilité, non, il voulait ses 40 ans, mais il voulait quelque part où il peut s'épanouir. C'est du leadership, quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui va lui permettre de prendre des responsabilités, de s'épanouir, tout en étant pas flexible. Non, rigide. 40 ans, mais il sait que quand il rentre la fin de semaine, il va faire du sport. Oui. Alors, votre discussion, tantôt, ça m'a permis de comprendre son choix. Parce que pour moi, c'était plus l'employé qui cherche dans le domaine de savoir plus à s'épanouir, flexibilité, auto-apprentissage, parce qu'il fait tout ça. Intéressant votre point de vue. Jusqu'à quel point c'est en demande, ça, aujourd'hui? Vous êtes des recruteurs, vous êtes devant des candidats, vous rencontrez des gens dans différents secteurs d'activité avec différentes compétences. C'est un excellent exemple. Jusqu'à quel point c'est en demande, ce nouveau modèle-là? Je veux concilier vie, famille, travail, je veux travailler avec de la flexibilité, je veux avoir... je m'attends que mon employeur me donne des opportunités. Jusqu'à quel point? Parce que vous êtes le représentant de votre entreprise. Vous autres, vous avez une job, voici la description, puis votre boss vous dit « Hey, trouve-moi quelqu'un ». Le quelqu'un que vous rencontrez, puis la job, ça match-tu, par rapport à ces attentes-là, vis-à-vis du nouvel employé, du savoir? Le recruteur externe? C'est assez vrai. Je pense que on voit, les gens sont à la connaissance des études, sont prêts à en faire beaucoup justement pour sortir du lot, pour en apprendre un maximum et puis prendre un rôle de leader. Je pose même plus la question pour les juniors, savoir ce qu'ils veulent faire dans quelques années. S'ils ont une idée de ce qu'ils aimeraient faire, ils veulent tous être gestionnaires. OK. C'est la bonne question à leur cours de comment se présenter à mais c'est étonnant de voir qu'à partir de entre 35 et 40 ans, les gens commencent à avoir une vie de famille. Ils se marient, ils commencent à avoir des enfants. Puis je le vois même avec moi-même qui est papa. Je fais oh, attends, est-ce que moi maintenant je veux faire 50 heures dans la semaine? Je fais non. Je veux avoir. Les gens veulent maintenant un emploi où ils peuvent s'épanouir, quelque chose de stimulant intellectuellement, en tout cas dans mon organisation, mais les heures supplémentaires, ils ne veulent pas en faire. Et pourtant, je suis dans un milieu où des heures supplémentaires, il faut en faire à un certain moment dans l'année. Florian, oui, c'est... Rajouter quelque chose, c'est vrai. Il y a deux types de profils. Il y a le profil qui, au niveau de la conciliation, qui sait qu'est-ce qu'il veut, donc qui sait qu'est-ce qu'il veut. Il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut. Cependant, je trouve que c'est le niveau de conscience de chaque personne. Oui, par rapport à la conciliation travail-famille, ou tout ça, peu importe, mais être capable de pouvoir voir aussi mon niveau de performance, mon niveau de productivité dans une organisation, et qu'est-ce que je peux apporter. Puis, il y en a qui vont dire je veux plus de flexibilité, je vais faire mes heures. Il y en a d'autres qui vont dire je veux de la flexibilité, mais je suis capable aussi d'en donner, d'être capable de
avoir du donnant. Tout à fait. C'est le niveau de conscience, c'est ça, comme recruteur, on doit décider, c'est je veux la flexibilité, mais jusqu'à quel point quand je vais rentrer dans l'organisation après 3 mois, après 6 mois, que je vais m'asseoir là-dessus et que mon niveau de productivité va descendre. Je suis capable je souhaite avoir de la flexibilité, une conciliation, mais je suis conscient qu'est-ce que l'employeur a besoin comme travailleur, puis mon niveau de productivité je suis assez autonome, assez responsable pour être capable de... Un niveau de confiance entre l'employeur et l'employé, c'est de contrat. J'aime beaucoup ton point sur la notion de conscience, en fait. Puis je vais le ramener pour relier vos deux sujets sur un point important. Je pense qu'elle l'aborde un peu, elle le survole rapidement. En fait, que l'organisation adapte ce qu'elle demande à l'individu en fonction du moment de sa vie. Tu le mentionnais tout à l'heure en disant, quand je suis en début de carrière, je suis prêt à en donner beaucoup plus, j'ai un besoin de reconnaissance extrêmement fort, j'ai besoin de me développer, j'ai soif de m'épanouir, d'apprendre, etc. Puis quand je vis certaines choses, il y a des éléments de maturité, des moments de maturité. Effectivement, quand je me rends à l'âge, mettons, adulte, entre guillemets, et affirmé dans mon rôle, dans ce que je veux, dans mes choix, là j'arrive tout d'un coup à un niveau de conscience qui me permet de savoir, tiens, mes valeurs sont plus de ce côté-ci, donc je me range vers la sécurité de l'emploi, par exemple, ou vers, par exemple, le fait d'en donner encore plus parce que mon ambition, c'est l'entrepreneuriat, ou peu importe, le leadership. Je trouve qu'il y a une espèce de lien intéressant à faire avec ça, et je renverserai un peu le point en disant, est-ce que c'est pas la responsabilité de nous, gens de ressources humaines, d'identifier justement ces moments de vie, ce niveau de conscience chez l'employé, et non pas de le remettre dans les mains de l'employé en disant, donne-moi ce que tu as à me donner, peu importe, sans condition, le moment de ta vie, les réalités que tu rencontres dans le personnel, les vies personnelles. Est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on veut leur laisser ce choix-là? Ou est-ce que c'est à l'organisation d'en prendre la responsabilité? Parce qu'après, on voit les incidences, les burn-out et tout ce qui peut s'en suivre, toutes les conséquences de ça. J'allais dire, je trouve ça très, très intéressant ce que tu as amené. Tantôt, tu disais l'insatisfaction que les gens ont par rapport à leur travail. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens que le risque de quitter leur emploi pour aller retrouver cet équilibre-là est trop grand par rapport à continuer à vivre dans leur organisation. Donc, on se ramasse avec des gens qui ont 45, 50 ans, puis qui fonctionnent comme il y avait 30, comme il y avait 25, mais qui voudraient plus ça, mais l'organisation n'a pas pris les devants, n'aura pas offert cette possibilité-là. Et c'est pas nécessairement bienvenu aujourd'hui. Un gestionnaire, qu'il y a un de ses meilleurs employés qui vient le voir et qui dit là, j'aimerais ça relaxer un peu, j'aimerais ça, lever la pédale. Je suis pas sûr que c'est si facile que ça. C'est le permettre un peu avant la retraite. Ça, je oui, vois dans PME, la personne dit écoute, dans 3 ans, je serai plus là, 4 ans, là, je pense que moi, je suis tannée, je peux-tu faire du 4 jours semaine? Ou il y a quelqu'un qui rentre dans l'organisation et réussit à obtenir un 4 jours semaine du travail à distance. Puis là, les gens qui ont rêvé de ça toute leur vie mais qui ne l'ont jamais dit sont comme bien insultés. Puis là, à un moment donné, ils disent nous autres aussi. Donc, il y a comme. C'est ça, des fois, c'est un effet ping-pong, mais sinon, ces changements-là finissent par arriver par pression, mais des fois, ça vient des pressions qui sont subtilement externes. La personne, à un moment donné, elle a un seuil. Après 1 heure pour se rendre au centre-ville, ça tient. 1h05, 1h10, 1h15, puis là, tout d'un coup, sa garderie, elle dit moi, l'année prochaine, je ferme plus à 6h, je ferme à 5h. Là, finalement, c'est la garderie qui le déclic puis qui dit je me trouve un emploi plus proche, ou je vais travailler à distance, ou je veux un horaire flexible, etc. Des façons externes. Pour reprendre ce point-là, d'ailleurs, et pour revenir sur la question de est-ce qu'il y a des demandes particulières liées à la flexibilité, etc., est-ce que vous n'avez pas été surpris par les chiffres sur le télétravail? Oui. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Parce que moi j'ai vu quelque chose de ça, je voudrais voir si on a vu exactement la même chose. C'est quoi ce chiffre? Je ne sais pas exactement en tête, mais c'est l'interprétation. En gros, ce qu'il dit, c'est ceux qui font plus. Oui et non, c'est qu'il dit ceux qui font 8 heures et plus par mois. Fait que quand tu lis les chiffres, tu te dis c'est pas très élevé, mais encore plus quand tu dis 8 heures et plus par mois. 8 heures, c'est une journée. C'est pas énorme. Fait que si la personne fait une seule journée à l'extérieur en télétravail, elle est considérée en télétravail. Il y a quand même des endroits où tu n'as pas le droit d'y aller régulièrement, mais il y a certaines personnes qui ont le droit, pour X raison, 1 fois par mois, pour faire une fin de mois, pour faire une série d'appels de collection, etc. Ils vont donner ce droit-là où si la personne est malade. Donc, normalement, je me serais attendue, moi aussi, c'est ça plus éligible. Mais ça a été le fun de le voir par secteur d'activité. Surtout les travailleurs autonomes. Prenons toutes les entreprises manufacturières, c'est assez difficile. Ouais. Le commerce de détail, c'est assez difficile. Fait qu'il y a beaucoup de... Les petites entreprises, il y a beaucoup d'entreprises au Québec où est-ce que c'est pratiquement impossible de faire. Par contre, dans le cas des travailleurs autonomes, j'étais surpris que le taux était si bas. Des fois, c'est 50 C'est 50 de travailleurs autonomes qui ne travaillent pas depuis la maison, ils travaillent où?
Il travaille sur la route, mais... Chez le client. Chez le client. Juste un point par rapport à ça, puis vous allez dire ce que vous en pensez, puis je conclurai là-dessus. Oui. La parole, Micheline. Ce qui m'a surpris moi, puis vous me direz ce que vous en pensez, j'ai vu qu'il y avait une grosse... Il y a beaucoup, c'est un trend en ce moment, on parle beaucoup du travail à distance, du changement, que le travail se fait plus dans un endroit physique, mais à plein d'endroits, puis que le salarié va forcément s'épanouir de travailler à l'extérieur. On a parlé des risques tout à l'heure. Mais là, en l'occurrence, ce qui m'a surpris, c'est que beaucoup d'organisations l'offraient. Je pense qu'il parlait de près de 30% d'organisations dans certains domaines d'activité qui l'offraient. Et finalement, un taux très très bas d'employés qui l'utilisaient. Comme la moitié ou... Alors, est-ce que je m'interroge sur, est-ce que réellement, toutes ces demandes qui se font sur ce sujet-là, est-ce que c'est parce que c'est une montée d'un trend ou d'un moment, ou est-ce que c'est un réel besoin de la part des employés d'avoir ce télétravail? Est-ce que c'est un acquis qu'on va chercher parce qu'on est dans une bataille d'aller rechercher l'acquis? Il y a une explication simple pour ça, c'est que l'entreprise qui dit je l'offre à ses 50, 100 ou 500 employés, elle l'offre, donc elle rend les statistiques. Par contre, parmi les employés, qui a droit réellement d'y avoir accès? Si c'est un manufacturier, c'est peut-être le comptable, le vendeur et donc 3 personnes sur les 500. Il y avait une représentativité dans les métiers services technologiques notamment, puis ça restait très faible néanmoins. Mais malgré ça, il y a quand même la nature. Tu sais, pour être satisfait dans son travail, c'est le travail en lui-même, c'est l'organisation, mais il y a aussi tout l'aspect des collègues et tout. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent, ben, écoute, moi j'aime mieux aller au bureau. Exactement, c'est tout le monde qui peut travailler à la maison. Avec ses collègues. Parce que c'est pas rose. On va conclure parce qu'il nous reste peu de temps. Premièrement, je vous remercie d'avoir participé ou en tout cas avoir été là. J'aimerais conclure sur quand même quelques constats. Donc, c'est quand même un bon livre. On est d'accord là-dessus. Si je vous donne une copie, vous la donnez à qui? À qui allez-vous donner ce livre? Son nom et nom, bien sûr. Moi, j'aurais tendance à le prêter. OK. Parce que les gens à qui je le prêterais, ce serait pour lire un chapitre en particulier. OK. Donc, ça serait... écoute, je te recommande tel chapitre, même où faire un scan, là, je sais qu'on n'est pas supposé. Là, oui, ça, on va couper cette partie-là. Je lui suggérerais fortement de se procurer de lire tel chapitre ou je lui prêterais pour qu'il lise Donc, toi, comme consultante, il y a des aspects du livre que tu pourrais utiliser avec certaines personnes, peut-être des clients ou des gens qui travaillent en ressources humaines, par rapport à des problématiques particulières. Benjamin? Un petit peu comme Cybèle, chapitre par chapitre, enfin, la première moitié de l'ouvrage n'a pas d'intérêt ni pour un employé ni pour un gestionnaire, à mon avis. OK. Par contre, effectivement, je pourrais prêter quelques passages à des gestionnaires en particulier, peut-être pour leur ouvrir l'esprit, peut-être pour qu'ils appréhendent mieux leur environnement de travail. Certains sont concentrés sur une façon de faire qu'ils ont connue quand ils étaient employés. Certains employés aussi, des candidats que je rencontrerai et puis qui ont certaines questions, je vais Tu vas trouver cette information là-dedans. Tu peux trouver cette information là-dedans et puis peut-être que ça pourrait t'intéresser ou même t'ouvrir l'esprit par rapport à certaines demandes ou à certaines choses. Mais même pas un paragraphe, ça serait peut-être plutôt certains passages ou peut-être certaines données statistiques. Mais pour tes gestionnaires, est-ce qu'il y a des problématiques en particulier qui te viennent à l'esprit que tu penses qu'il vaut la peine pour eux ou que tu pourrais voir plus? L'intensification du travail. L'intensification du travail. Ça, c'est quelque chose qui est primordial, que je constate beaucoup. Et puis ceux qui sont tellement souples qu'ils disent oui à leurs employés tout le temps, un petit peu de fermeté de temps en temps. Excellent. Daniel, à qui donnes-tu le livre? Bien évidemment, un peu ce qui a été dit. Moi, je dirais ceux qui ont à recruter, il reste quand même qu'il faut qu'ils se posent la question quel genre d'individus ils veulent avoir, quel genre d'engagement qu'ils veulent avoir, quel genre de personnes qui vont mobiliser. Alors, des fois, peut-être que la façon comment ils font les entrevues, en lisant certains passages du livre, peut-être que ça pourrait les aider à redéfinir peut-être leur recherche au niveau de l'engagement particulièrement. Est-ce que tu veux le donner, toi, Florian? À qui le donnes-tu? À un autre recruteur, avec des recommandations sur certains aspects, et je pense que ce serait sujet à discussion par après. Je pense que pour qu'on ait un niveau de conversation, d'échange à peu près similaire, il y a une base de discussion. Je pense que ce serait intéressant de sensibiliser des exécutifs ou un leadership sur certains éléments. Moi, ça m'outillerait personnellement pour m'asseoir avec des gestionnaires, par exemple, et mettre un point sur des réflexions qu'on a dans l'organisation aujourd'hui. Je pense, oui, c'est ça. Pour des gens qui seraient plutôt opérationnels et qui auraient besoin d'avoir un minimum de bagages fondamentaux pour être en mesure de pouvoir conseiller ou accompagner des gestionnaires ou des gens à des niveaux relativement importants.
plutôt dans ce sens-là. Pas des gestionnaires directement, parce que je ne les trouve pas forcément assez bien armés, outillés pour être en mesure de vraiment prendre la mesure complète de ce qu'il y a besoin, selon moi. Regardez, je vous remercie infiniment. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Vous avez répondu à mes questions. Les réponses que vous m'avez données sont en lien avec les attentes que j'avais. Avec plaisir aussi de les recevoir parce que je pense qu'effectivement, comme vous l'avez pointé, il y a différentes personnes qui peuvent s'intéresser, même si c'est un livre universitaire. Mais c'est sûr qu'on va dire à Mme Tremblay, on veut le workbook, hein? On veut le numéro 2 et ça pourrait être vraiment aidant à toutes sortes de niveaux. Donc, merci. Coécrit avec le club de lecture à faire. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions. Nos invités sont là pour les répondre, mais je vais mettre fin à notre discussion parce qu'il est déjà 10h moins 1 minute. Merci beaucoup. Merci.